Donc, bienvenue pour cette soirée. Réveiller la louve en soi. Je suis très ravie vraiment de prendre ce temps, de m'extraire là de mon quotidien pour aussi partager ce parcours, ces connaissances, ces expériences surtout et mes propositions. Voilà. Donc, le programme de cette soirée, ça va être, comme je vous disais, à la fois des transmissions et puis aussi des pratiques. Pour ça, on va démarrer par une petite méditation, histoire que voilà, on soit chacune. Normalement, on est entre femmes ce soir. Je vois pas trop tous les pseudos, mais normalement, c'était pour les femmes. J'ai dit la louve, mais bon, on sait jamais. Des fois, il y a quelques hommes qui sont attirés par ces espaces-là aussi. Et c'est bien. Donc du coup, voilà, on va faire une petite méditation. Je vais vous lire ensuite le texte de la louve, du loup en fait, dans d'un de mes jeux euh, de cartes oracle, qui est celui-là, l'oracle des animaux guérisseurs. Je ne l'ai pas relu exprès avant parce que je voulais me laisser voilà, aussi inspirer par d'abord ce que je ressentais et puis ensuite sentir les résonances avec la carte. Donc pour celles qui sont abonnées à ma newsletter, j'ai envoyé un petit mail récemment en disant, j'ai fait un post aussi en expliquant un peu à travers une méditation comment pas envie de dire l'archétype, mais c'est presque un archétype quand même, parce qu'on le retrouve dans beaucoup de cultures. Mais comment la louve m'a reparlé et m'a parlé surtout de quoi est-ce qu'elle m'a parlé et pourquoi elle me parle, cette louve, autant. En tout cas, j'en perçois un très fort, oh minou, un très fort signe de la féminité. Et j'ai eu une belle synchronicité parce que donc, je vais vous partager un peu mon histoire personnelle après la lecture de la carte. Et puis, je vous donnerai aussi quelques transmissions et un exercice pratique. Ça, c'est pour le programme, je me suis déjà éparpillée. Et donc, voilà, l'autre fois, j'ai eu une belle synchronicité. J'écoutais une interview d'une femme, je ne sais plus son prénom, désolée à elle. Alors, pour elle, c'est quoi déjà? Quelque chose comme Grosjean, Anne Grosjean, peut-être, quelque chose comme ça. Bon, c'est une pionnière, c'est une Anglaise, je crois, à la base, c'est une pionnière qui a amené le yoga en France il y a 20-30 ans, quoi. Et en fait, elle parlait d'une louve blanche dans l'accompagnement des femmes. Du coup, voilà, je sens qu'on est plusieurs à être connectés à ces archétypes-là et à cette énergie-là. Donc, c'était un beau clin d'œil. Voilà. Est-ce que vous êtes prête pour la méditation? Est-ce qu'il y a des questions? Ah, la belle louve blanche! Ah, chez Catherine, il y a la louve blanche, trop bien. Ah, merci d'avoir allumé la lumière. Génial. Donc vraiment, voilà, on fait une petite médite tranquille. Vous pouvez rester assise comme vous êtes. Voilà. C'est presque comme chez McDo. Venez comme vous êtes, mais en mieux. Il n'y a pas de mal, hein. Ok. Alors, on va relâcher le corps dans la posture, voilà, qui est la nôtre. Et peut-être chercher à la rendre plus confortable. Et venir prendre 3 grandes respirations très profondes. À l'inspire, on emmène l'air jusque dans le périnée. Et à l'expire, on sent que on se décharge, on relâche. Ouais, à l'inspire, on vient gonfler la poitrine, tout le ventre, le bas-ventre. L'air remplit le bassin et à l'expire, l'air ressort et relâche. Encore un peu plus dans la posture. Tu peux venir accueillir les sensations corporelles, peut-être les petits bruits autour de toi, peut-être l'agitation mentale de ce soir ou de cette journée. Venir prendre une grande inspiration comme si tu pouvais tout accueillir. Hmm. Et à l'expire, tu relâches.
te déposes dans ta posture. Et tu te reposes même. Ouais. Ce temps qui est là pour toi. Tu t'es accordé ce temps ce soir. Pourquoi? Quel est l'appel qui est là pour toi? L'envie, le besoin. Et de nouveau respire, ouvre ton cœur pour accueillir largement ce qui est présent, sans jugement. C'est juste toi avec toi-même. Et puis tu peux écouter le thème de la conférence depuis cet espace du cœur et ressentir s'il y a des sensations corporelles, une image peut-être, un souvenir, une émotion qui émerge. Réveiller la louve en soi, s'affirmer sans culpabiliser. Hmm. Réveiller la louve en moi, m'affirmer sans culpabiliser. Dis-le à la première personne, voir si ça fait quelque chose. Je t'invite à sentir ton ancrage, ton lien à la terre-mère, dans la densité de ton corps physique, complètement ancré dans l'ici et le maintenant, autant relié à la terre qu'à la lumière du ciel, à part égale. Je te propose de prendre 3 respirations profondes pour respirer l'énergie de la terre-mère avec son grand feu sacré au centre, pure lumière, cette pure énergie de vie, de vitalité. Imagine cette lumière qui monte jusque dans ton corps, jusque dans ton cœur et qui circule avec ces 3 respirations et qui te connecte à toute la densité de ton corps physique, la lumière de tes cellules. Peut-être même te permettre d'envoyer une pensée de gratitude pour ton corps physique. Merci. Voilà. Puis laisse ta conscience monter vers cette lumière du ciel, l'origine de toutes les origines, cette grande lumière cosmique qui est tout simplement le pur amour, la pure harmonie, la paix des paix. Et cette délicieuse lumière, tu la respires aussi par 3 fois. Voilà, peut-être qu'elle descend sous toi comme une douche de lumière qui revitalise, purifie, harmonise. Peut-être un rayon doré ou blanc. Voilà, c'est toi qui crée tes images mentales. Voilà, et sur la 3e inspiration, tu vas inspirer le maximum d'intensité lumineuse que tu peux pour ce soir, dans l'instant présent. Voilà, tu retiens un petit peu le souffle pour mon plein.
Expire, tu la laisses diffuser partout, 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 dans tout ton corps et même dans tous tes corps. Depuis ton cœur, elle rayonne tout autour de toi. Voilà, tu te déposes dans cet espace qui est le tien, dans lequel tu peux te sentir disponible pour toi-même, libre de laisser rentrer les résonances, mais aussi de refuser ce qui ne te parle pas. Souveraine de cet espace intérieur. Tranquillement, tu peux soit garder les yeux fermés et écouter la lecture de la carte, soit les rouvrir. C'est venir peut-être les images ou les sensations. Numéro 10, le loup, que je vais appeler pour ce soir la louve. Les mots-clés, loyauté, instinct, instinct sûr, pardon, appétit de liberté. La louve, avec son hurlement puissant et ses yeux perçants, déclenche des émotions intenses au cœur de notre âme. Elle incarne l'esprit de la nature sauvage, libre et non domestiquée. La louve est sans aucun doute un animal de contraste et d'extrême. D'un côté, elle forge des liens sociaux profonds avec les membres de sa meute, et de l'autre, elle fait brutalement respecter l'ordre hiérarchique de celle-ci. Elle suit un mode de vie alternant faste et famine, pouvant rester jusqu'à plusieurs jours sans manger, puis avaler plus de 9 kilos de viande d'une traite. Pour elle, la vie n'est pas une question de modération, mais de déplacement sur d'immenses distances et de navigation entre les hauts et les bas de la vie, avec force et endurance. En tant qu'animaux sociaux, les loups vivent et chassent en meute, selon une stricte hiérarchie, sous les ordres d'un mâle et d'une femelle alpha. Leur structure sociale favorise l'unité et le bon ordre dans le groupe, et a beaucoup à nous apprendre en termes de loyauté et d'honneur envers la famille et les enfants. Un loup solitaire est une exception qui confirme la règle. Les loups chassent généralement en groupe d'environ 10 congénères. Ils peuvent même abattre de grands animaux tels que le cerf et l'élan. Une tentative individuelle se solderait par un échec, mais ensemble, les louves sont suffisamment fortes pour atteindre leur objectif et démontrent un bel esprit d'équipe et de coopération. Même si toutes les chasses ne sont pas couronnées de succès, la louve n'abandonnera pas. Elle peut tenir plus d'une semaine sans manger. Après une chasse réussie, elle mangera autant qu'elle peut. La louve nous offre un rappel utile, celui selon lequel la liberté requiert discipline, persévérance et confiance, et que parfois plusieurs tentatives sont nécessaires avant qu'un effort puisse porter ses fruits. En tant qu'animal totem, la louve est un allié et un éclaireur puissant. Vous pouvez toujours compter sur elle lorsque vous vous sentez perdu, mal avisé ou désorienté. Elle incarne une intelligence pointue, fondée sur une connexion profonde avec l'instinct et l'intuition. Dans la nature, la louve peut compter sur ses sens affûtés, en particulier son odorat qui lui permet de pister d'autres animaux, même à plus d'1 kilomètre. L'un des messages clés de la louve est de faire confiance à vos sens lorsque vous devez prendre des décisions. Il s'agit de revenir à l'intelligence de votre corps et de votre cœur. Si nous écoutons avec attention leur intelligence innée, ils auront davantage à nous dire que ce que notre esprit rationnel peut saisir. La louve vient avec l'incitation à redonner un caractère sauvage à votre âme, à renouer avec votre essence naturelle et à vous autoriser à vous faire radicalement confiance. Cette carte vous invite à trouver un nouveau chemin et entamer un nouveau voyage. Vous fiez à votre instinct lorsque vous vous sentez perdu. Être davantage consciente de votre paysage émotionnel. Voilà pour la carte de la louve. Je vous montre l'image avec une belle aurore boréale.
Est-ce que vous voulez partager quelque chose déjà suite à cette petite méditation, la lecture de la carte? Moi, j'aime bien quand c'est interactif, donc n'hésitez pas si vous avez un petit mot à déposer. Voilà, si ça peut être aussi un problème technique, hein. Si vous m'entendez pas depuis le début, c'est le moment de le dire. Ça va? Si je peux me permettre, il y a beaucoup de présence en fait. J'ai ressenti vraiment la présence pendant la méditation en fait. J'ai bien vu qu'on était, enfin, qu'il y avait une belle meute, on va dire ça comme ça. Hmm. Mhm. Merci pour ton partage, Catherine. C'était assez impressionnant quand tu nous as proposé de respirer l'énergie céleste. Euh, j'ai vraiment vu alors la lune qui lève justement pour hurler, mais en même temps, elle a vraiment le regard et le museau face au ciel, en fait, comme ça, en fait, en levé. Et je trouvais Hmm, intéressant, en fait, hmm, ce regard vers le ciel, en fait, hein, ce cri vers le ciel, en fait. hmm, Oui, très beau. Cet ancrage à la terre, mais en même temps, justement, ce regard qui se lève vers le ciel et qui hurle, en fait, hmm, hmm. qui chante, parce qu'on dit qu'il nous chante. Oui. Je trouvais ça très beau. Ah, super. Oui, Hmm. merci. Merci à toi. Hmm. Voilà, s'il y en a qui sont timides de prendre la parole, ça peut arriver. Vous pouvez aussi mettre dans le chat vos ressentis ou un petit mot. Voilà. Donc, réveiller la louve en soi, s'affirmer sans culpabiliser, un vaste programme. Bien sûr, c'est le travail d'une vie, donc j'ai pas la prétention voilà, qu'on sorte de là et que waouh, chacune puisse s'affirmer sans plus aucun souci. Mais c'est ce vers quoi je pense on peut tendre, ce vers quoi on mérite de tendre. Et il y a beaucoup de choses à décloisonner dans ce travail-là, dont un héritage social important au niveau du féminin. Je pensais pas du tout que j'allais parler de ça et c'était pas noté dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. Alors comme ça, j'adore, c'est toujours comme ça de toute façon. Donc oui, par rapport au féminin, il y a vraiment des siècles et des siècles de volonté de faire taire, de réduire la puissance féminine. Et on le voit à plein de niveaux. La plus grosse puissance de la femme, on va dire que l'homme ne peut pas égaler, et c'est quand même la puissance de mettre au monde. Et ce que je peux voir vraiment dans la matière, hein, qu'on peut tout observer, c'est comment finalement, quand l'homme a repris, euh, a remplacé finalement les sages-femmes dans les villages, etc., par la médicalisation des accouchements, sont venus finalement à coucher la femme et du coup à la déverticaliser, c'est la couper de sa puissance. Et en plus, ça rentre dans une espèce de dépendance, puisque quand on est dans cette position-là, bah, en fait, il n'y a plus rien de physiologique, c'est compliqué. Donc, il y a une espèce de «Oh mon Dieu, je vais pas y arriver. Si on me dit de me mettre comme ça, c'est qu'il faut me mettre comme ça.» Et je sais pas pourquoi je parle de l'accouchement, mais en tout cas, je trouve que c'est une image juste, on pourrait le regarder, je pense, sur plein de niveaux différents. On le verrait sur, je sais, enfin, là, c'est ce qui me vient là maintenant. C'est des expériences que j'ai traversées moi et j'ai finalement vécu les deux, un accouchement couché et un accouchement dans ma totale puissance à la maison, dans ma verticalité avec mon mari. Et je pense que voilà, c'est des actes comme ça qui peuvent aussi être libérateurs. Mais en tout cas, voilà, c'était tout ça pour dire que au niveau de la société, il y a eu pendant longtemps une peur de la puissance féminine et que aujourd'hui, on essaie c'est un peu comme dealer avec ça, comme
bon, on va leur faire un peu de place, mais peut-être pas trop non plus quand même, ça fait encore un peu peur, on comprend pas tout. Et puis ça échappe. C'est cette espèce d'eau. La femme, c'est l'eau, quoi, qui peut s'insinuer partout, qui peut façonner le rocher à force de sa puissance et de sa persévérance et de sa douceur aussi. Mais elle y va, quoi. Et je pense que c'est complètement pour l'énergie. Plutôt que de parler homme-femme, je peux dire l'énergie masculine qui est prédominante et, et elle est un peu en incompréhension avec ça. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un enjeu social, tout un travail de déconstruction que pour ma part, j'ai réussi à faire grâce au voyage, puisque quand je me suis euh, décapsulée de la France finalement, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient typiquement franco-françaises, que ah là c'est complètement différent, l'image de la femme, le rapport à l'homme, le rapport voilà, au corps de la femme, etc. Donc grâce au voyage, moi personnellement, j'ai vraiment réussi enfin, à faire des bons à ce niveau-là, sur les prises de conscience de ces enjeux sociétaux. Et j'invite voilà, chacune à se à s'interroger. Vous pouvez vous le noter comme petite question et puis vous pouvez écrire dessus si ça vous parle sur comment c'est pour moi d'être une femme dans cette société aujourd'hui. Et puis vous voyez ce qui remonte. Moi, par exemple, je suis très impactée encore aujourd'hui par les sorcières. Je déteste l'image véhiculée des sorcières encore aujourd'hui. J'en ai parlé dans ma dernière conférence aussi. L'autre fois, je cherchais à la bibliothèque un livre rien à voir et je vois les sorcières expliquer aux enfants. Je dis, oh bah tiens, super, un livre qui, dans ma tête, je me dis, ils vont expliquer ce que c'était, ces espèces de sages-femmes, et puis ils expliquent aux enfants ben, que c'est pas des méchantes, quoi. Ah bah non, pas du tout, c'était le nez crochu, la verrue, une espèce de truc mythologique, et du coup on fait complètement l'impasse sur les massacres qu'il y a eu, comme si ça n'avait pas existé. Enfin, du coup je suis là, mais... Donc vraiment, moi je suis touchée par ça, mais pour chacune ça va être différent. Il y en a qui ne vont même pas y penser, il y en a pour d'autres ça va être l'histoire du droit bah, du droit à un compte bancaire ou voilà, des émancipations comme ça, des étapes. Faut dire que vraiment, à l'échelle de notre société, c'est quand même hyper récent, des droits comme ça propres à la femme. Et il y a des choses comme ça qui sont marquantes et qui, je pense, imprègnent notre inconscient. Et donc, c'est intéressant de regarder dans voilà, un enjeu sociétal. Je m'arrête là parce qu'il y aurait 15 000 trucs à dire. L'autre enjeu important dans lequel on a également baigné, grandi, ça va être le rapport à la femme dans notre foyer. Donc ça va être notre mère ou notre éducatrice, la femme référente. Comment elle était cette femme? Est-ce que c'était une femme affirmée? Si je reprends le thème de ce soir, est-ce que elle osait dire les choses? Est-ce qu'elle connaissait ses limites? Est-ce qu'elle savait les poser? Ou est-ce qu'au contraire, elle n'avait pas de limite, elle était complètement poreuse? Est-ce que du coup, elle était complètement irrégulière dans sa manière de poser ses limites? Est-ce que, voilà, juste d'observer en fait sans jugement, mais ça permet de prendre conscience de ce qui nous a impacté, dans quoi on a grandi comme environnement. Et puis enfin, il y a notre histoire à nous, individus. Ah, Annabelle qui nous dit, excusez-moi. Ok Annabelle, eh ben si voilà, si t'es je t'envoie le replay, pas de souci. Est-ce que tu es dans la newsletter? Si tu as rempli la newsletter, tu reçois le replay ce soir ou demain en fonction du temps de téléchargement. Bon courage pour ton mal de tête. Euh, donc, je disais, voilà, au niveau individuel aussi, qu'est-ce qui nous a impacté comme expérience en tant que femme et sur le thème de l'affirmation de soi, ça peut être donc à l'école, avec les amis, avec les premiers petits amis, oui, les premières histoires d'amour, je pense qu'elles ont aussi beaucoup d'importance. Le boulot, notre premier boulot, ça c'est aussi hyper intéressant parce que c'est comment on va se donner de la valeur, comment on va justement se positionner par rapport à un salaire, à des conditions de travail qui définissent quand même une grosse partie de nos journées. Donc c'est vraiment intéressant aussi de regarder comment je suis dans le travail,
Est-ce que j'ai été beaucoup salariée? Est-ce que j'ai été beaucoup indépendante? Est-ce que j'ai réussi à, voilà, à m'affirmer dans le contexte professionnel? Et puis, bah, il y a le contexte amoureux, j'en ai un petit peu parlé déjà, mais qui, je pense, est un endroit privilégié et ben, pour s'exercer à cette pose de limite, à la conscience de soi, parce qu'on vient aller jusque, ça vient toucher jusque l'intimité, l'intimité qui a plusieurs niveaux, dont la sexualité, l'intimité affective, l'intimité psychologique, et ça demande du coup à la fois vulnérabilité, mais aussi affirmation de soi. On peut voir dans des relations euh, compliquées, pour pas dire toxiques, que un manque de limites, par exemple au niveau psychologique, va faire qu'on on va tout le temps douter de nous. euh, on sait plus si ah bon, non, mais est-ce que j'ai vraiment dit ça? Est-ce que j'ai vraiment pensé ça? Est-ce que on va douter de tout, même de faits que pourtant on sait qu'on est sûr qu'il s'est passé ça, mais par exemple voilà, si il y a des porosités au niveau psychologique, ça peut venir amener du doute et du coup de la complète perte de confiance en soi. Donc ça c'est un frein aussi à l'affirmation de soi. Tout peut se prendre dans les deux sens, c'est-à-dire que parce qu'il y a cette faille à l'intérieur de nous, ben, on va attirer ce genre de relation, mais aussi ce genre de relation peut engendrer ces failles-là en nous. Et moi, je pense que c'est toujours sensé ce qu'on vit et en tout cas source d'apprentissage. Hmm. Du coup, je voulais vous parler un petit peu ben, de mon expérience, enfin, pas expérience, mais plutôt mon vécu par rapport à la louve, vu elle est là ce soir. Elle est super bien là, j'adore la voir là derrière Catherine. Mm. Donc voilà, je peux dire que je suis une personne qui a beaucoup manqué de confiance en elle, d'estime d'elle-même, et donc l'affirmation de moi, c'était une nébule, quoi. Et à la fois, je dis ça, mais à la fois, je me vois quand même avec aussi des moments avec beaucoup de confiance, réussir justement à partir à l'autre bout du monde toute seule. Comme quoi, il y a vraiment toujours les deux, mais voilà, si je prends ce prisme-là pour ce soir, en effet, je pense qu'il y a quand même eu des fragilités chez moi importantes dues à mon histoire et peut-être un terrain que j'avais aussi, tout simplement. Et puis, j'ai trop envie de vous raconter mes anecdotes avec les louves. Ça a démarré à mes 16 ans. Oui, 16 ans. J'habitais en Vendée, donc il n'y a pas de loup là-bas, hein. Mais je sais plus comment ça s'est passé. Je voulais absolument travailler avec des animaux, mais vu que j'avais une faible estime de moi, en fait, j'avais lancé des petites annonces et je proposais mes services gratuitement. J'adore, c'est trop drôle. Et du coup, en fait, même je me souviens qu'il y a des gens qui étaient intéressés et puis ils me disaient, mais pourquoi gratuitement? Et en fait, ils me prenaient pas parce qu'ils trouvaient ça trop bizarre que c'était gratuit. Donc j'avais dit, si vous avez des animaux, moi j'ai trop envie de m'en occuper, des chevaux, des chiens, des chats, voilà, n'hésitez pas. Et donc j'avais fait comme ça quelques interventions dans des endroits et jusqu'à ce qu'un jour je me retrouve dans un élevage de chiens-loups tchécoslovaques. Et du coup, bah, là, j'étais avec une passionnée bah, des loups, parce que c'est comme ça qu'elle en est arrivée à cette race. Et donc, j'ai beaucoup appris sur le fonctionnement, finalement, des loups, de la meute. Ça m'a vraiment pris aux tripes, quoi. J'ai adoré, mais à la fois, ben, c'était pas moi. J'étais trop, moi, friable, ou faible, je sais pas. Enfin, ça m'appelait, mais c'était pas mûr, quoi. Mais c'était un peu là quand même, voilà, le fait de participer à l'éducation des chiots, ça m'a aussi donné de l'assurance et de la confiance. Et, euh, et puis, ensuite, à 18 ans, j'ai eu un compagnon hyper toxique et on est parti vivre dans le Lot ensemble. Et là, bah, séparation, il m'a rejoint et au bout d'un mois, j'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai adopté, enfin non, avant ça, donc j'ai adopté en allant aménager dans le Lot, en fait, je me suis retrouvée face à une dame qui avait
qui faisait un relais refuge SPA, quoi. Et en fait, elle avait une louve dans son jardin. Et j'étais là, mais pourquoi tu as une louve dans ton jardin? Enfin, moi, c'était tellement incroyable que j'ai été lui parler, qu'on a discuté. Et je lui ai dit, mais t'es sûr que c'est pas un chien loup tchèque quand même? C'est bizarre son histoire. Elle m'a dit, non, non, c'est une louve. Elle m'a montré les papiers. Ouais, une louve, quoi. Et du coup, je dis, waouh! Et donc, je lui ai donné mes coordonnées. Et en fait, c'est comme ça dans ma vie, des fois, quand il y a des trucs trop forts, j'ai une espèce de culot, mais hors norme, quoi. Genre, un jour, j'ai dit à un chaman, il faisait une conférence et il demandait des témoignages. Et puis, je lui dis, bah, moi, si tu m'offres le prochain stage, je viendrai témoigner. Et il m'a dit, OK, vendu. Et il m'a offert 3 jours ou 4 jours d'immersion chamanique. Et j'étais là, bah, voilà, enfin, bien culot, comme ça, des fois, j'ai des trucs qui sortent de ma bouche. Ils sont complètement, en fait, justement, plus la petite Marie qui se rabougrit comme ça, qui se dévalorise. C'est juste un espèce de truc plus fort que moi qui passe comme ça. Et merci, parce que c'est vraiment des cadeaux à chaque fois. Bref, je lui dis à cette femme, écoute, le jour où tu fais une portée, appelle-moi. Mais c'était un truc complètement lancé en l'air, quoi. J'avais pas de logement, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et finalement, j'ai un logement avec jardin, on a déjà un chien et tout, puis elle m'appelle. Elle m'appelle, attends, c'est encore mieux. La nuit, je rêve d'un chien, d'un loup, et on me dit, il est à toi, il est pour toi, mais il n'est pas de la bonne couleur. Il y avait un problème de couleur dans mon rêve. Et donc, le lendemain matin, elle m'appelle et elle me dit, Marie, écoute, j'ai rentré une louve. Je l'ai sauvée, elle est rentrée, j'ai pensé à toi. Par contre, elle est pas grise, elle est pas de la bonne couleur. Et donc, ok. Donc, moi, je suis là en voiture, en plus, en mode, ok, ben, je m'en fiche. Et donc, elle était fauve, bref, donc j'ai été la voir, forcément. J'aurais pas eu le rêve, j'aurais dit, mais non, n'importe quoi. Mais là, il y a eu le rêve et je dis, bah, ok, je vais juste aller voir, quoi. Bien sûr, je l'adopte. Et puis là, rien ne va plus. C'est comme si ça m'ouvre les yeux sur mon compagnon, en fait, parce qu'il a des comportements avec elle qui sont juste irrespectueux pour elle, pour moi. En fait, par exemple, je vais lui dire, faut pas lui faire sauter le muret, nanana. Je le vois pas, il lui fait sauter le muret. Enfin, et du coup, c'est comme si, voilà, elle m'a permis d'ouvrir les yeux, mais j'ai tellement de gratitude pour cette chienne, louve, du coup. Et, parce que donc elle, dans ses papiers, elle était louve aussi, mais je pense que pour le coup, c'était pas une vraie louve, mais bref, peu importe. Et du coup, finalement, ben, je m'affirme, je pose ma limite, je dis stop à cette relation. Et là, ben, le gars, il brille, il devient hyper violent, tout ça, et donc j'avais peur le soir et tout, donc j'ai fini par la prendre dans mon lit avec moi. Et elle s'interposait dans les scènes de violence, tout ça, donc j'ai vraiment senti que bah, elle était là pour ça. Et puis là, j'ai été après complètement dépassée par les événements, je me retrouve à 19 ans toute seule sans logement en pleine saison avec une louve. Donc bah là, gros souci quoi. Je peux pas moi je peux pas la mettre en cage, c'est pas possible pour moi. Je peux pas la laisser seule toute la journée, c'est pas possible non plus. Donc bah j'en viens à rappeler l'association et à m'en séparer. Bon, à côté de ça, j'ai encore une queue de poisson avec ce gars-là qui l'adopte. Enfin bref, il se passe des trucs de merde, mais bon, bref, je m'en sépare à contre-cœur évidemment. Je continue mon petit chemin, blablabla, et je rencontre le père de ma fille. Et puis, donc je rêve moi j'ai grandi tout le temps avec des chiens. On a eu jusqu'à 8 chiens d'un coup quand on avait une ferme. Donc j'ai vraiment toujours grandi avec des chiens. Donc j'étais très malheureuse de ne pas avoir d'animaux. Donc il me cède un chat. Ah, et je veux bien te céder un chat. Un chien, même pas en rêve. Donc voilà, pour dire mon degré d'affirmation, hein. Oh, il a dit oui pour un chat, merci. Et puis, bah, ça devient de plus en plus brûlant. Ma petite, elle a 3 ans. J'ai trop envie qu'elle grandisse avec des animaux. Moi, voilà, j'ai trop de souvenirs avec les chiens. Et donc, je tombe. Ah oui, entre-temps, je suis proche d'un musher. Donc, j'habite à la montagne. Et donc, je suis proche d'un musher. Donc, il y a des chiens de traîneau. Je découvre le traîneau. J'adore. Et donc, je mange toutes ces informations sur les chiens nordiques. Voilà, ça me parle beaucoup. Et donc, j'élabore dans ma tête un plan. Je dis, moi, il me faut un Malamute croisé samoyède. Voilà, avec les deux qualités des deux. Tac. Et puis un jour, à la Biocoop, paf, je vois l'annonce de ce croisement-là. Donc, ben, j'appelle, j'y vais et j'adopte, quoi. Je craque. Et donc, pareil, exactement la même histoire.
Cette chienne, elle vient vraiment révéler tous les côtés négatifs de mon compagnon. Je le vois dans un espèce de truc. Bah, en fait, elle exacerbe sa violence, son manque d'empathie, sa, bah, finalement, ouais, sa méchanceté. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Enfin, des traits qui étaient en lui, mais qui vraiment étaient exacerbés par la présence d'un chiot, en fait, tout simplement. Et du coup, bah, de là, pareil, je décide, après aussi une scène de violence, de le quitter. Et de nouveau, schéma répétitif, je suis seule avec ma chienne, ma fille. euh, Qu'est-ce que je fais? Donc là, je me dis, ah non, je me sépare pas une deuxième fois de ma chienne. En plus, là, elle m'a encore une fois tellement apporté, je peux pas. Du coup, je me mets dans la merde financièrement. Je travaille pas exprès pour être avec ma fille, mon chien, et là, bah, je suis dans la merde, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je me dis, bon, ça marche pas. Donc je revois un peu tout ça. Et donc, je décide aussi de la replacer cette fois chez un musher. Et bah, chez le musher voilà, que je connaissais. Et eux, alléluia, heureusement, même lui, il galère à l'éduquer. Enfin voilà, je me dis, wow, j'ai vraiment pris la bonne décision. Et il y a peu, j'ai rencontré mon premier loup, ma première louve, je ne sais pas, c'était pas écrit sur son front. En vrai, quoi. Elle a traversé la route devant moi, ou il, et s'est arrêté, quoi. J'avais ma fille dans la voiture et puis c'était hyper tôt le matin, sur le passage piéton, comme ça, le truc complètement irréaliste. Il n'y avait que moi dans la rue. Hop, c'est arrêté, reparti. Et de là, en fait, j'ai écouté, parce que bien sûr, dans les voyages chamaniques aussi, elle revenait beaucoup, cette présence. Et là, je me suis mise à écouter, en fait, vraiment. Pas juste observer qui était palpable, j'ai été plus profond. Et c'est là que j'ai vraiment senti que pour moi, c'était vraiment une alliée puissante pour me reconnecter à ma force intérieure et avec ce côté prédateur, c'est vraiment ce côté de, en fait, je peux te mordre, quoi. Je peux mordre pour me défendre, quoi. En fait, j'ai de la ressource et j'ai le droit de dire non et j'ai le droit de dire même merde, quoi. Oh là là. Et vraiment elle m'a vraiment aidée aussi à. Elle est très représentée, la louve, avec les femmes. Encore une fois, la semaine dernière, je lisais une BD sur la mythologie grecque, sur le personnage de Médée. Et dans la tradition grecque, il y a Hécate, qui est une déesse de la lune, des naissances, etc. Et elle est tout le temps. Elles sont imagées en train de courir nues dans la forêt avec une louve ou un loup à leur côté, quoi. Et du coup, il y a aussi le livre Femmes qui courent avec les loups. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui. Puis, je sens que voilà, il y a quelque chose pour moi à apprendre de ça. Et je pense pour les femmes en général, mais là, en tout cas, je vous parle de mon parcours. Et voilà, du coup, je me suis mise à écouter. Et c'est là que j'ai compris tout ce qu'elle m'avait apporté en termes d'écoute intérieure, d'oser se reconnecter à son intuition, à son instinct, c'est ce que disait la carte tout à l'heure, les ressentis du corps, quoi. C'est pour moi reconnecter sa boussole intérieure, venir dévorer, déchiqueter tous ces conditionnements de merde qui nous étriquent, qui nous limitent, qui nous entravent. Et ça, c'est aussi la force prédatrice pour moi, elle est importante à cet endroit-là. Et incarner aussi ces ombres, c'est pas juste. J'ai une amie comme ça, elle adore les loups, mais vraiment, elle leur voue un culte incroyable. Par contre, elle peut pas voir le côté prédateur, ça la gêne beaucoup. Et, euh, et moi, je trouve que c'est intéressant d'accepter l'animal dans toutes ses facettes, dans tout ce qu'il montre, en fait. Et il n'y a pas de jugement à avoir, en fait, sur, oui, le loup, pour se nourrir, il tue. Ben, c'est comme ça. Et nous, c'est pareil, en fait. Pour se préserver, parfois, eh ben, il y a besoin d'y mettre du chaos. Et on a aussi nos parts d'ombre. Et voilà, bref, bon, en tout cas, elle a plein de symboliques pour moi, mais ce qui m'intéresse aussi de vous transmettre ce soir à travers ma petite histoire, c'est peut-être que là, vous avez déjà des résonances avec ce que je vous ai dit, et puis surtout de découvrir justement ou redécouvrir bah, ce que la louve a à vous dire. Et du coup, je disais tout à l'heure,
L'apprentissage par l'expérience, c'est ce que je vous décris avec ma petite histoire, c'est que euh, j'aurais pu lire la symbolique de la louve comme ce que je vous ai fait là tout à l'heure. Mais là, d'avoir vécu toutes ces synchronicités, toutes ces répétitions, euh, ce que ça m'a impacté dans mon corps, dans ma vie, sur tous les plans, quoi, c'est vraiment pour moi une initiation, quoi. Et j'ai même pas tout compris encore aujourd'hui. J'espère que j'ai pas tout compris et que je vais continuer à recevoir d'autres notions au fur et à mesure, d'autres pièces du puzzle. En tout cas, pour s'affirmer et pour apprendre à s'affirmer sans culpabiliser, pour moi, il y a vraiment besoin de se mouiller, quoi. On peut pas faire l'impasse de l'expérience. C'est pour tout. Et donc, voilà, pour moi, c'est comme des travaux pratiques. C'est qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va expérimenter là comme thème concret. Alors, je vais vous en donner un, puis vous verrez si vous en trouvez un là dans votre esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se présente à moi qui peut me donner l'opportunité de m'affirmer? Et peut-être qu'aujourd'hui, je vais m'affirmer maladroitement. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais m'affirmer très subtilement. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais m'affirmer de manière hyper fluide. Et c'est OK. Prenons-le comme des travaux pratiques. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui m'a permis de m'affirmer d'une manière ou d'une autre? Quels travaux pratiques j'ai rencontrés? Moi, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Il y a deux groupes WhatsApp sur lesquels je suis, dans le 05, là, pour partager des informations d'ateliers, de conférences. Donc, il y en a un qui est très axé thérapie, et j'étais à l'origine de. Enfin, la création de ce groupe s'est faite suite à un cercle de femmes que j'ai animé, on l'a co-créé. Et puis, il y en a un autre qui est plus un grand truc plus global sur les conférences et les ateliers. Et en fait, il y a un truc qui me chiffonne. Là, je parle quand même d'années, hein. Je pense que ça fait, oui, au moins 2 ans. Non, non, mais peut-être même plus. Oh là là, mon Dieu. C'est pas grave. Ça fait donc des années que je constate un truc sur ce groupe, que ça me barbe et que je ne sais pas dire que ça me barbe parce que je me dis, ouais, mais les gens, ils savent pas que c'est moi qui ai créé le groupe à l'origine, alors je vais être qui pour dire mon avis? Et puis, est-ce qu'il y a besoin que justement ça, en fait, je peux dire mon avis même si j'étais pas créatrice du groupe, vu qu'on est dans un espace de co-création. Bref, je me prends la tête avec tous mes schémas là de alerte rouge, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui me poste un événement, et ben je sais pas si pour comment ça se passe, peut-être ça fait penser aux autres qu'ils n'ont pas posté leur com ou je sais pas, mais en tout cas, ça c'est tout de suite noyé dans la masse en fait. Il y a tout de suite quelqu'un qui surenchérit comme ça. Et du coup, ça fait un truc hyper irrespectueux que j'ai constaté pour moi, mais pas que. Je l'ai constaté en fait systématiquement. Et donc là, ce soir, avant la conférence, j'ai commencé à écrire un message en exprimant mon besoin que chaque événement communiqué soit, on laisse un petit laps de temps avant de faire sa propre pub derrière, quoi. Voilà, ça c'était ma petite épreuve du jour. Vous voyez, des fois à de toutes petites échelles comme ça, mais n'empêche que bah, c'est venu me chercher encore. C'est venu me chercher sur de l'affirmation de moi, sur de la pose de mes limites, sur le fait que je me sens pas respectée en fait quand je pose un truc et que derrière il y a cinq postes qui défilent. Euh, voilà. Est-ce que quelqu'un là se sent l'envie de déposer justement sa petite épreuve du jour en termes d'affirmation de soi, ou peut-être d'hier, ou de la semaine, ou peut-être du mois, hein, s'il y a un truc plus gros qui vous vient à l'esprit. Justement, si vous voulez jouer le jeu un petit peu de sentir, ça me permet de boire parce que je parle trop. Euh, je sais pas comment lever la main sur mon téléphone, mais je peux m'adresser à vous s'il y a Allez-y. personne d'autre. Euh, Moi, je pense en termes d'affirmation, ben, on est dans un contexte de crise du logement. Et, euh, et le premier truc qui m'est venu à l'esprit, bon, ça va être dans l'enregistrement. J'avais pas vraiment envie d'intervenir pour être enregistré, mais c'est pas grave. C'est mes propriétaires qui veulent récupérer la maison. Puis j'ai j'ai pas mal affirmé. Ben, j'ai du mal à m'affirmer. Tu sais, comme j'ai discuté avec eux, ils avaient prévu de venir pour leur retraite, mais pas tout de suite. Puis tout est précipité. Puis je me retrouve dans une situation où il va falloir que
que je rebondisse. Puis au niveau des alternatives que j'ai, ben, je peux m'affirmer en disant que ça me convient pas en fait, mais faire des démarches juridiques en fait au tribunal et tout ça, et faire entendre mes droits. Puis Mm, pour moi, c'est compliqué parce que ça signifie se mettre en conflit. mm. Ouais, Mhm. merci. Je vais en parler un petit peu justement de ça après, les petites étapes, et il y a justement la peur du conflit dans ça. J'espère que peut-être ça t'apportera un peu des clés. Merci pour ton partage. Là, c'est pas une petite question d'affirmation de soi. Là, on est quand même sur un truc un peu. Quand on part sur de la justice et tout, t'es sur un gros dossier. Ouais. Ben, c'est la première type d'affirmation qui m'est venue à l'esprit, mais au-delà de ça, je me dis, ça peut être aussi une voie pour complète habituellement dans la résilience. Puis je me dis, je peux tourner ça comme l'opportunité pour moi de voyage, de découverte, de changement de vie, de Hmm. tourner la page par rapport à un pan de mon histoire aussi. J'ai vécu 5 ans dans cette maison. Donc, peut-être que j'aurais jamais réussi à sortir de mon confort si j'avais pas cette opportunité de changement. Donc, c'est ça. Ouais. Ça, c'est les cadeaux cachés derrière les épreuves. Mm, mm. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Il y a un message dans le chat tout à l'heure, je le lis pour ceux qui écouteront en replay. La symbolique des animaux, j'adore. Ils ont beaucoup à nous apprendre et à nous révéler. J'ai eu une histoire folle avec un oiseau. Hmm. Justement, je voulais aussi vous parler des chevaux, en fait, dans cette conférence, parce que si personne veut parler, enfin, si quelqu'un veut parler, allez-y, et sinon, j'enchaîne là-dessus. Ça va? Donc, ça peut paraître un peu bizarre de passer du loup au cheval, mais c'est mon parcours. J'ai toujours baigné dans le monde des chevaux. Et ce que je trouve très intéressant, c'est justement que le cheval est une proie. Le loup est un prédateur. Donc, c'est vraiment deux énergies hyper différentes. Le cheval, quand il y a un danger, sa première réponse, c'est la fuite. S'il peut pas fuir, il va attaquer, se défendre, quoi. Mais vraiment, lui, sa première réaction, c'est la fuite. Le loup, ben voilà, il est prédateur tout-puissant, donc il a rarement besoin de fuir face à un danger, sauf face à l'homme. Il va fuir en effet, mais il a aussi facilement la réponse combative. Ça me fait un peu penser au système nerveux et à la théorie polyvagale. Je ne vais pas du tout m'étaler là-dessus parce que je suis loin d'être experte du sujet, mais voilà, en gros, il y a trois types de réponses face à un danger, on va dire. Mais le danger, il peut avoir différentes formes. C'est pas qu'un danger physique, ça peut être justement la peur d'un conflit. Derrière, il peut y avoir la peur de la violence, mais de prime abord, déjà, le conflit, et ben en fait, on peut avoir un réflexe de sidération. Donc, il n'y a plus personne aux commandes. En fait, on perd complètement nos moyens. On ne sait même plus parler. Après, quand on revisite la scène dans notre tête, ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, et puis j'aurais dû. Voilà, c'est vraiment, en fait, on n'est plus aux commandes. Le système nerveux, il switch, il se met en mode sauvegarde. Donc, il va être dans la sidération. Il peut plus agir, quoi. C'est aussi une technique de certains animaux de faire le mort. C'est un peu celle-là, quoi. L'autre réponse, c'est donc la fuite. Vraiment, on va éviter le conflit, par exemple, si je garde cet exemple-là. On va tout faire pour pas qu'il y en ait. S'il y en a un, bah, on est prêt à partir à l'autre bout du monde et plus avoir affaire à ces personnes-là pour pas être en conflit. Quitte justement à pas respecter nos besoins, ça te parle mal. Alors là, il y a zéro jugement, hein. Et puis, ben, il y a le combat.
Et le combat, bah, ça peut être justement aussi perdre complètement ses moyens, hurler, frapper. Ben, du coup, vous voyez des gens hyper procéduriers, par exemple, c'est des gens qui vont avoir tendance à connaître que cette forme-là, en fait, le combat, pour s'affirmer. Et en fait, voilà, je connais pas vraiment beaucoup la théorie polyvagale, donc je la cite parce que je trouve ça super intéressant. Moi, je fais le lien avec le peuple animal duquel je suis très proche et je pense qu'on est tous très proches parce que nous sommes des animaux. Et puis, il y a vraiment ce côté de... Il n'y a pas de jugement à avoir sur les réponses de notre système nerveux. Là, c'est au-delà de, bah, de notre volonté, en fait. C'est des programmations qui sont faites malgré nous et ça a été fait pour notre survie. Et à un moment donné, on a mis ça en place comme stratégie parce que c'est ce qu'on a jugé bah, le plus utile pour survivre. Donc voilà, c'est intéressant de les connaître, de les observer, de les conscientiser, puis bah, de les travailler pour pouvoir s'en libérer et choisir consciemment le type de réponse qu'on veut donner. Et peut-être que dans tout ça, il y en a même encore une autre qui serait votre réponse idéale. Et donc les chevaux, dans tout ça, moi, ils m'ont beaucoup appris parce que dans l'aspect proie, ils ont une espèce d'hypersensibilité énorme qui est semblable à la mienne, qui me parle beaucoup en tant que moi, Marie, humaine hypersensible. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je pense que je me suis beaucoup sentie proche de ces animaux-là. Et, et c'est comme on parle le même langage, quoi. Il n'y a pas besoin de mots, mais on se comprend dans notre sensibilité, dans nos perceptions et tout ça. Et puis, tout ça, c'était un peu avant d'avoir mon cheval, qui est arrivé du coup au moment où j'ai eu ma petite chienne, la deuxième. Et, euh, et en fait, ma jument, elle m'a vraiment appris à oser être authentique. Parce qu'en fait, si je suis pas authentique, il y a pas moyen d'être en relation. Il n'y a pas moyen, c'est non négociable. Donc elle, malgré le fait que c'est un cheval, un prédateur, tout ce que je viens de dire, elle incarne plutôt un esprit très tranchant, quoi. C'est en fait, soit tu viens entière, soit tu viens pas. Et elle m'a mis en colère, mais elle m'a mis dans ses colères. Je me suis dit, moi, Marie, la petite Marie comme ça, toute gentille, elle causait pas dire quoi. Ouah, les colères qu'elle me faisait péter, mais j'ai dit, ah, mais c'est pas possible, c'est pas moi, quoi. Mais si, c'était tellement des bouts de moi, en fait, de l'énergie qui était comme pas autorisée, du coup complètement enfouie, et elle me permettait de faire sortir ça. Et l'énergie de la colère, particulièrement de ce que j'observe, bien sûr, je fais un peu des généralités, mais comme je disais dans la méditation, vous ne prenez que ce qui vous parle. Moi, j'ai observé quand même qu'en tant que fille, en tant que petite fille, les colères sont moins bien acceptées que chez les petits garçons. Et on va plutôt facilement accepter une petite fille à pleurer, lui tolérer qu'elle pleure, plutôt qu'elle se mette à taper, à être en colère, quoi. Et inversement, pour les petits garçons, on va plutôt leur dire, ah, faut pas pleurer. Mais par contre, un petit garçon qui tape et tout, on va peut-être pas l'encourager, mais en tout cas, ça paraît plus normal. En tout cas, voilà, j'ai vraiment ressenti ça et observé ça plus d'une fois. Ça veut pas dire que c'est une vérité absolue. En tout cas, voilà, moi, personnellement, j'ai vraiment œuvré à faire la paix avec la colère. Et faire la paix avec la colère, c'est pas juste j'accueille l'idée d'être en colère, quoi. C'est ok, qu'est-ce que j'en fais de cette espèce d'énergie de ouf qui est en moi, qui bouillonne, qui est complètement réprimée, et comment je la canalise en fait? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Et voilà, du coup, ça a été tout le chemin d'initiation que j'ai eu avec ma jument. Là, on en est complètement sorti et on arrive à se rencontrer, mais vraiment. Et donc, ça nous a pris 5 ans. Euh, ouais, 5 ans. Donc, les chevaux, moi, voilà, ils m'ont beaucoup aidé avec ça. Et j'ai donc, notre poulain qui nous a rejoint il y a 1 an et demi. Et lui, c'est l'inverse. Donc, déjà, c'est un mâle. Il connaît pas du tout les limites. En fait, il faut que je lui apprenne
Donc, il faut que je pose mes limites. Donc, c'est vraiment pour ça que je disais tout à l'heure des travaux pratiques. Moi, les chevaux, c'est. Je pense que avant, je pensais être quelqu'un d'assez psychologiquement équilibré. J'avais fait beaucoup de philosophie, je m'étais beaucoup intéressée sur la. Voilà, j'ai fait 6 ans d'études en psychothérapie, donc je pense que j'avais beaucoup de connaissances. Puis j'ai fait du travail sur moi quand même. Hein. J'ai pas fait que étudier des livres, mais ça, quand vraiment je me dis, j'aimerais trop confronter je sais pas, les gens qui se pensent arriver à un endroit, comme ce que j'ai pu être peut-être à ce moment-là, pris dans l'ego, je sais pas, aux chevaux. Parce que ça peut pas mentir. Il n'y a pas de mots. Et je pense qu'on est vraiment en manque. Et là, je dis ça alors que je fais que parler. Et, enfin, franchement, c'est pas le plus plaisant pour moi. J'aime vraiment transmettre, mais voilà, j'aime aussi que ce soit dans les pratiques. En tout cas, ce langage non verbal qui fait que, ok, s'affirmer, c'est pas juste savoir dire non à un moment donné. S'affirmer, c'est vraiment venir faire un switch à l'intérieur de nous, où finalement, on a connecté nos propres limites, nos propres frontières, nos propres besoins, et comme quelque chose à l'intérieur qui dit, c'est non négociable. Et c'est pour ça que je parlais de regarder dans les relations, ou dans le travail ou quoi. Par exemple, là, je suis challengée, moi, en ce moment même, parce qu'on doit rechanger de lieu de vie alors qu'on vient de s'installer là. Et, euh, et en fait, j'étais là en mode, ouais, mais bon, c'est compliqué le logement ici. Bon, bah, je vais peut-être prendre ça parce qu'il y aura peut-être pas autre chose pour nous. Donc, je vais peut-être me contenter de. Et là, ça vient de me redire, mais non, en fait, qu'est-ce qui est non négociable en toi? Et tu vas trouver, et puis s'il faut le temps, il faudra le temps, mais en fait, tu peux plus te satisfaire des miettes. Qu'est-ce qui est non négociable? Et d'où ça part aussi. C'est pour ça qu'il y a tout un travail d'introspection à faire, pour s'aligner avec son cœur. C'est d'où ça part, parce que des non négociables qui partent des blessures intérieures ou qui partent des lubies, on va dire, de l'ego ou quoi, ben ça, on peut en avoir plein. Hein. De se dire, ah, moi, c'est non négociable. Par exemple, je pourrais dire, je veux 3 hectares pour mes chevaux, et puis je veux une source, et puis je veux un terrain, puis je veux une maison, et tout ça. Ok, ça, c'est mon grand rêve. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est non négociable? Ce que j'ai appris là, alors que j'avais ce rêve-là à portée de main, c'est qu'est-ce qui est non négociable? C'est de me rapprocher de mes enfants, d'être auprès de mes enfants, d'être une mère présente pour mes enfants. Et aussi de plus vivre dans un truc tout étriqué. Donc voilà, ça c'est mon non négociable d'aujourd'hui. C'est différent que de dire, par exemple, c'est non négociable, je ne vivrai pas en HLM parce que c'est vraiment un truc que je peux pas supporter, parce que quand j'ai vécu en HLM, je sais pas, j'ai vécu vraiment des trucs horribles. Là, vous voyez, ça part d'une blessure. C'est différent. On peut dire qu'on peut pas vivre en HLM, il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste d'où ça part, la prise de décision. Et cette posture, là où on peut dire oui, là où on peut dire non, jusqu'à quel point, à quel moment on fait des concessions aussi. C'est important de savoir le faire. Moi, je suis balance, ascendant balance, j'adore l'équilibre. Donc, c'est assez dur pour moi d'être tranchée, en fait. Et c'est pour ça que je pense que la louve, elle me parle beaucoup. Parce que justement, j'ai pas un tempérament comme ça de base. Donc, elle vient vraiment m'aider à. Et donc, les chevaux, comme je disais, donc mon poulain, lui, bah, il a tout à apprendre. Donc en fait, si je suis poreux, si je le laisse tout faire, il va m'écrabouiller. En plus, un énorme cheval de trait, je veux dire, je peux pas me permettre ce luxe, quoi. Hein. Moi, je veux pas me faire écrabouiller, en fait. Donc du coup, c'est vraiment intéressant parce que sur des choses hyper concrètes comme ça, de dire, OK, là, non, t'es trop près de moi. Qu'est-ce que je vais faire pour que tu t'éloignes? Qu'est-ce que je vais faire pour renforcer mon espace intérieur et faire que tu le respectes? Parce que je vous donne cet exemple avec les chevaux et j'espère que vous vous dites pas merde, j'ai pas de chevaux pour pratiquer là, comment je vais faire pour poser mes limites sans les chevaux? Euh, donc je vous rassure, moi j'ai pas besoin que des chevaux, mais en tout cas, bon, après on peut beaucoup aussi faire avec les chevaux. Bref, ce qui fonctionne, ce qu'ils m'ont vraiment appris, c'est cette cohérence vraiment entre
Tu peux pas me dire de reculer si tu es en train de finalement de tendre les bras vers moi. Et on fait beaucoup ça. On envoie un message, mais on envoie aussi son contraire. Parce que là, il y a peut-être une part un peu consciente qui dit, je veux pas ça. Par exemple, dans une relation de couple. Il y a une part consciente qui va dire, je veux pas qu'on me parle comme ça. Ou je veux pas tomber dans la dépendance affective. Je veux pas ça. Vous voyez, je pose ça. Mais à la fois, la blessure qui est, c'est trop magique. J'ai fait ça et l'ordinateur, il a cru que je levais la main. Voilà, Emma, tu sauras pour la prochaine fois. Je baisse la main. Du coup, mince, il m'a fait perdre mon truc. Oui, donc je peux pas dire je veux plus ça, tout en ayant encore la blessure qui est ben, suintante, je dirais, qui va en fait donner le message inverse. Par exemple, être dans l'attente, être complètement, voilà, évidemment dans la dépendance affective, mais intellectuellement, je dis, ah non, je veux pas être dans la dépendance affective. Vous voyez, en fait, j'envoie les... Et qu'est-ce que l'autre perçoit en priorité? Le non-verbal, ce qu'on dégage. Même entre humains, hein. Donc avec les chevaux, c'est plus facile, il n'y a pas le verbal, on a ça de moins à s'occuper et on peut vraiment expérimenter en fait la puissance de ce qu'on dégage et de comment ils réagissent. Hmm. Je bois un coup et je vous donne les petites pistes concrètes. Ah non, j'ai plus rien. Bon, tant pis, je bois pas. Euh, Oui, il y avait aussi un truc que j'avais noté pour vous dire, c'est que il y a pas longtemps, j'ai discuté avec un psychologue et je lui expliquais là un événement de justement qui me parle encore complètement de cette histoire de positionnement et tout. Il me dit oui, c'est comme si en fait la brebis, et donc lui il connaît pas hein, mon affinité avec les loups et tout, il sait rien de moi quoi. Et puis il me dit c'est comme si la brebis était devenue loup d'un coup. Les gens ils comprennent pas ça, ils peuvent pas comprendre parce qu'en fait ils ont été habitués à la brebis. Du coup, d'un coup, ça devient loup et juste, ils comprennent pas. C'est pas pour... Du coup, déjà, ça m'a fait rire qu'ils disent ça. Et puis ensuite, ça m'a interrogée et j'ai vraiment reconnu ce comportement. Et qu'est-ce qui fait que, bah, en fait, qui je suis? Est-ce que je suis la brebis? Est-ce que je suis le loup? Est-ce que je suis les deux? Est-ce que je suis la brebis par blessure? Et est-ce que je suis loup en réaction? En tout cas, voilà, je pense qu'il y a plein d'éléments de réponse dans cette grande question, mais je pense qu'on peut vraiment, en travaillant sur nos blessures, par exemple la brebis, qui en fait, c'est toutes ces conventions sociales, toutes ces peurs de ouais, mais si je dis ça, par exemple, ce qui m'empêcherait d'envoyer le message dans le groupe, ça serait ouais, mais du coup, les gens ils vont peut-être plus venir à tes propositions parce que tu as dit ça. Euh, peut-être là, ta copine qui a envoyé le message derrière toi, elle va trop mal le prendre, ça va plus être ta copine. Voilà, vous voyez, c'est bla 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 bla, toutes ces projections euh, qui n'ont pas d'éléments en plus, hein, qui sont vraiment dans la fabule, quoi. Ça serait mon mode brebis qui ferait que bah, du coup, je n'enverrais pas le message. Mon mode loup, ça serait que d'un coup, je pète un plomb sur le groupe, ou je quitte le groupe. Et puis, l'entre-deux, mon mode bergère, allez, ça serait que du coup, bah, je connais mon mode loup, puis j'ai envie de prendre soin de mon mode brebis qui est tout galeux, là, qui est tout dans ses peines, dans ses tristesses, dans ses traumatismes, dans ses peurs et tout ça. Du coup, je peux me nourrir de la puissance du loup et puis je peux prendre soin de la brebis et je peux venir me positionner justement et envoyer ce message, par exemple, en exprimant bah, tout simplement ce qui est juste pour moi maintenant. Alors la brebis, elle va être en panique, hein. Je vais envoyer le message et puis elle va faire Et puis le loup, il va faire ouais, trop cool, vas-y, t'aurais même pu mettre un peu des trucs un peu plus épicés là. Vous voyez, ces deux énergies en nous, elles sont là en fait, les deux, ouais, elles sont là quoi.
hein. On n'est pas ni l'un ni l'autre, on est les deux. Et puis la bergère, à l'intérieur, elle va dire, oui, oui, c'est bien, t'inquiète pas, allez, calme-toi. Et puis voilà, elle va se positionner d'une manière plus alignée, plus juste. J'espère que ces images, elles vous parlent. Moi, je fonctionne beaucoup par images et que ça vous permet de peut-être remettre des mots, remettre du sens sur des énergies qui s'agitent en vous quotidiennement. Donc pour moi, il y avait aussi cette notion de, dans la pose de limite, la recherche d'harmonie, elle a ses limites aussi. Enfin, elle a ses... Ça fait deux fois le mot limite. Dans la pose de limite, dans l'affirmation de soi, voilà, la quête d'harmonie, elle a ses limites. C'est-à-dire que, par exemple, là, dans mon exemple concret de message, peut-être que je vais briser l'harmonie du groupe. Peut-être que je vais briser mon sentiment d'harmonie dans le groupe, qui est un peu, du coup, pas vrai, parce qu'en fait, vu que je me sens pas bien quand je pose des trucs dans ce groupe, c'est pas vraiment de l'harmonie, mais vu qu'il n'y a pas de conflit, je peux me dire, ah, c'est de l'harmonie. Elle a un prix, en fait, celle-là. Le prix, c'est l'intégrité. Aujourd'hui, moi, je veux plus le payer, ce prix. Vraiment, dans tous les aspects de ma vie, là, et ça me redemande en ce moment plein de positionnements. Je peux pas, je peux plus me permettre d'enlever mon intégrité, enfin de mettre mon intégrité d'un côté et puis ma vie quotidienne de l'autre, et puis mes relations, et puis tous les gens qui peuvent. Donc ça, pour moi, c'est plus négociable. Et, aussi, je parlais du thème de la culpabilité. Qu'est-ce qui nous fait culpabiliser en fait quand on pose nos limites? C'est encore une fois nos blessures, nos peurs, nos projections. Donc c'est intéressant de venir écouter tout ça, mais ça ne doit pas nous diriger. On peut accueillir, noter, s'accueillir dans toute cette entièreté de réactions que nous pose un positionnement ou une idée de positionnement. Et puis je pense que le gros travail à faire, comme je disais tout à l'heure, la part d'ombre un peu aussi de la louve, c'est d'accepter le chaos, d'accepter, générer en plus, c'est encore plus dur ça, du chaos. Parce que finalement, le chaos, si on reprend la grande roue médecine, c'est l'hiver, c'est la mort. Et de là, il y a le printemps qui renaît. En tout cas, voilà, pour moi, accepter le chaos, accepter cette sensation de culpabilité ou de, voilà, en continuant de s'affirmer, c'est vraiment une notion importante à affronter pour se sentir dans l'intégrité. Garder finalement sa valeur personnelle et l'estime de soi. Ça, c'est un des dangers aussi qui fait que on peut avoir des grosses difficultés dans la pose de limites. C'est que on va apporter plus de valeur à ce qui se passe à l'extérieur que ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais peut-être apporter plus de valeur. Je regarde mon exemple de ce soir qui est vraiment pas terrible, mais de mon histoire de groupe WhatsApp là. Euh, Ça veut dire que ce qui m'empêcherait de le faire, ça veut dire que je me porte plus de valeur à ce que j'imagine que pourraient penser les autres, plutôt que à mon besoin intrinsèque là de me sentir respectée et qui est un espace de sororité, de respect pour les uns et les autres, qui est hyper important pour moi. Donc en fait, si j'écoute mon besoin de sécurité, on va dire mes peurs, euh, ça va se faire là au détriment de mon intégrité. Et là, je mets maintenant un gros warning, quoi. Un gros warning. Et ça peut prendre longtemps. Moi, je suis encore dans ce travail, vraiment, je le dis avec toute transparence et authenticité. Je suis encore dans ce travail, j'ai encore des challenges à ce niveau-là. Et c'est OK, en fait. Et puis, il y a des thèmes, on va les travailler toute notre vie. Moi, je pense que celui-là, voilà, on a enlevé quelques couches quand même. Je pense que je revenais de très loin, mais encore, c'est OK. Donc voilà, que ça ne vienne pas entacher l'estime de soi et la valeur de soi. C'est pour ça que je prenais cet exemple.
C'est-à-dire que ben, même si demain, il y a des personnes qui réagissent mal à mon message, par exemple, euh, bah, l'erreur que je pourrais faire, c'est de tomber dans de l'auto-dévalorisation et en fait de croire à ce qu'on me dit. De négatif, hein, bien sûr. Sinon, c'est facile. Quoique, on n'accepte pas toujours les côtés positifs. Mais voilà, en tout cas, si c'est vraiment juste pour moi, à ce moment-là, de dire non, ou de dire stop, ou de dire pas comme ça, ou ben déjà, vous allez constater qu'il y a de moins en moins de gens qui vont réagir négativement, parce que quand c'est vraiment juste, ben, voilà, c'est OK. Mais ça peut arriver. Et c'est pas grave, ça, en fait, ça appartient à l'autre, sa réaction. Et à quel moment on fait passer l'autre et les besoins des autres avant les nôtres, ça, c'est vraiment, je pense aussi, encore une fois, une thématique très féminine, du fait de notre instinct maternel qui nous force aussi à prendre soin, enfin qui nous force pas contraindre sous la violence, mais il y a un espèce de truc naturel où, en tout cas moi dans ma maternité, hein, de prendre soin de l'autre avant mes besoins, c'est comme ça que j'ai vécu les premières années de mes filles. Les besoins de mes filles, elles passent avant mes besoins. Donc je pense que c'est un truc très, ouais, très féminin. Je sais pas, c'est peut-être une bêtise que je dis, mais en tout cas c'est comme ça que je le sens là maintenant. Est-ce que ça va? C'est clair, je vous ai pas trop perdu sur l'estime de soi, la valeur, l'intégrité. Pour me permettre, je pense que c'est pas qu'un problème féminin. Je pense que ça peut être lié à sa petite enfance, à son enfance, en fait. Aussi. Excuse-moi, je t'entends pas très bien. Je vais mettre plus fort. Là, tu me rapproches. Je disais, c'est pas forcément un problème féminin, ça peut être aussi dû à ça, des problématiques d'enfance, quand on est un homme ou quand on est une femme. Oui. Le fait de s'affirmer ou de prendre sa place. Euh, et je rebondirais sur l'image de la brebis et de la louve. C'est intéressant parce que si on a plutôt le côté brebis, ben, ça peut être déjà dans notre caractère. Mais si par hasard un jour la coupe est pleine et qu'on se rebiffe et qu'on montre ce visage, hein, de la Mm. loupe qui attaque, comme les chiens, hein, c'est vrai que les gens sont surpris, mais en même temps, ça leur donne une information, l'ayant testé. Ok, elle a quand même un seuil de tolérance assez élevé, mais quand elle monte les dents, il faut peut-être faire attention. Et les gens, ils apprennent en fait. C'est comme avec les chiens, c'est comme avec les animaux. Et je trouve assez intéressant. Les Mm. gens, il y a des terrains où ils vont moins aller nous chercher parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ça fait clac en fait. Mm. Mm. Et moi, j'ai testé ça par rapport à mon cadet, enfin, mon dernier fils qui est ado. Hier soir, j'étais avec des copines, j'ai fait une soirée, donc j'ai tiré, c'est rigolo, la carte du conflit. Mm. Et puis aujourd'hui, on a eu un conflit et j'ai dû vraiment mettre mes limites. Et j'étais vraiment, j'avais ce côté loup, elle venait me chercher, hein. C'était viscéral là aujourd'hui. Elle était vraiment présente. Et j'ai vraiment dû m'affirmer, mettre les limites. Il n'a pas bronché. Il Mm. est puni, la punition est là, il a accepté, il sait. Donc c'est ça aussi ce côté. Mm. Pas faire justement au loup, justement du tout pour pouvoir être aussi respecté. Mm. On peut être la brebis, on peut être la bienveillance, on peut être plein de belles choses, mais à un moment donné, il ne faut pas venir nous chercher parce que la louve va prendre le dessus. Elle va venir nous aider, elle va venir nous protéger et on devra s'affirmer. C'est pas forcément facile, mais elle sera là, elle regarde des gens, on n'est plus pareil. Donc, ils Mm. savent aussi qu'on a cette force-là. Mais ça veut dire que si on nous cherche trop, elle va prendre cette force-là. Ça va bondir, en Mm. fait, comme la louve qui peut bondir. Après, c'est une question de dosage. On est en apprentissage, en fait. Moi, Mm. je pense que cette image de la loupe, elle est là pour nous montrer ce chemin et qu'on ne doit pas avoir peur des fois, justement, de montrer les crocs, même si on n'a pas l'habitude. C'est comme ça qu'on se fera respecter. Mm. C'est ça, Parce cette qu'on a, notion de parce dosage. qu'on a, parce qu'on a aussi ce côté euh, brebis aussi.
cette bienveillance, voilà. Quelqu'un qui va être lourd tout le temps avec les crocs dehors, les gens vont la fuir les gens n'auront peur. Ce ne sera pas pareil. Pour moi, hein, je parle de pour moi. Ce ne sera pas pareil que d'avoir ces deux facettes avec lesquelles on peut vivre, en fait. Ouais, moi, je pense tout à fait à, à cet équilibre, en fait, Oui, entre, finalement, on parle de polarité, là, tout oui, simplement, et de dosage, c'est ça, c'est de oui, doser, quoi. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en tout cas, j'essaye on va dire, retrousser les babines plus régulièrement plutôt que de mettre un coup de croc direct, quoi. c'est ça, exactement. Parce que cette image de la louve qui monte les crocs, elle fait peur. Je Ouais, pense que c'est une de nos facettes à nous qui nous fait peur de nous voir comme ça c'est ça. aussi. Hein? Cet effet miroir de nous voir aussi comme ça. Oui, bien sûr. Parfois, on croit que dans le conflit, on a peur de la violence, mais c'est souvent de notre propre violence dont on a Oui, peur. Emma, J'essaye la main, mais elle apparaît ça pas. part. Non. Mais c'était juste pour surenchérir sur ce que tu étais en train de dire, c'est que dans le fond, si tu montes pas les bobines ou les babines, peu importe, mais à un certain moment, les crocs arrivent directement. En fait, c'est jusqu'où tu vas dans ta limite, Mm, parce qu'après, tu es en mode survie, tu es obligé de montrer les crocs, en fait, quoi. mm, c'est ça. Mm. Alors, je vous ai quand même mis quelques petites pistes concrètes euh, qui vont dans le sens là de ce que on vient de redire toutes les trois. Pour moi, la première étape, c'est la conscience, toujours. C'est ce Mhm. qu'on vient de faire. Porter sa conscience sur le mécanisme, l'accueillir, l'observer, apprendre à le connaître, être en connaissance de soi et donc de ses limites personnelles, puisque là, c'est de ça dont on parle. Mhm. Puis on Mais je va... pense que ce qui est toxique aussi, c'est de se faire croire qu'on n'a pas de limite dans l'idée d'être tolérant, puis qu'il n'y en a pas de problème, tu sais. Ouais, ça, c'est un gros problème. Mm. C'est clair. Ah oui, oui, et c'est intéressant de venir voir, justement. Allons visiter la brebis, donnons-lui le micro. En fait, qu'est-ce qu'elle cherche quand elle fait ça? Mhm. Elle se ment à elle-même. Bien sûr qu'on a tous des limites, et heureusement qu'on a tous des limites. Par exemple, moi, me faire marcher dessus par mon cheval, c'est pas OK. Bon, c'est facile, c'est un truc concret, il n'y a pas de humain relationnel bizarre là. Voilà, mais voilà, par exemple, je sais pas, un début de relation amoureuse, euh, la petite période flirt avec, par exemple, moi je supporte pas attendre qu'on me réponde ou me dire ah mince, j'aurais pas dû envoyer ce message. Vous savez, ce truc, j'espère que je suis pas la seule à faire ça, hein, de se dire ah mais alors il m'a mis trois petits points, ça veut dire quoi? Ou ouais mais mince là j'ai peut-être été trop à revoir les messages dans tous les sens. Ou par exemple moi ma limite aujourd'hui, ça serait si j'envoie un message, on me répond. C'est de la politesse en fait, par exemple. Alors qu'avant, je pouvais dire, ouais, mais attends, il me répond pas pour montrer qu'il est autonome. Et puis du coup, ouais, je lui donnais toutes les excuses du monde. En fait, maintenant, non, quoi, c'est pas possible. Je t'envoie un message, tu me réponds, point. Et si tu me réponds pas, bah, je prends le téléphone. Mais voilà, Sinon, c'est qu'il n'est pas intéressé, tout simplement. oui, voilà, mais tu vois, là, tu cherches tu vois, des excuses. Moi, je veux qu'on me réponde. Si j'envoie un message, c'est de la politesse, tu vois, tout simplement. Mais je dis ça, mais tu vois, je suis plus du tout dans ce cas-là. J'imagine que je poserais une limite là. C'était pour donner un autre exemple que le cheval. Euh, Mais dans... ce qui est drôle, c'est quand il y a certains moments où tu te retrouves confronté à tes limites infranchissables, puis pourquoi elles t'arrivent comme ça d'un coup, sans que tu aies rien demandé à personne, puis que ça se pose comme ça. C'est comme s'il fallait que tu donnes ton affirmation nette et précise. C'est que, en tout cas. Mm, mm, mm. Mm. Ouais, tu peux écrire justement.
Ben, pourquoi, d'où elle vient cette limite d'un coup qui me pète au visage. Mhm. Essayer d'enquêter, en fait. Donc, je reprends mes petites pistes de travail là, que je vous donne ce soir. Donc, je disais, donc, la connaissance de soi, la conscience de ses limites personnelles. Vous pouvez dresser une liste, par exemple, en prenant au travail, quelles sont mes limites. Dans une relation de couple, quelles sont mes limites. Dans mon rôle de mère, quelles sont mes limites. Dans mon rôle de femme, quelles sont mes limites. Dans mon rapport à la société, quelles sont mes limites. Ben, voilà. Vous pouvez vraiment essayer de lister. Ça peut être aussi en mode mind mapping, où du coup, vous mettez vous au centre, vous dessinez une petite bulle avec vous au centre, et vous faites des traits comme ça peut être très visuel. Moi, j'aime Mhm. bien fonctionner comme ça. Euh, Alors, la deuxième piste de travail après la prise de conscience, c'est justement de libérer les blessures qui génèrent en fait cette absence de limites ou des limites trop rigides aussi, hein. Bien sûr qu'il y en a qui ont des limites méga rigides. Et c'est aussi, elles se pourrissent la vie avec des limites trop rigides, hein. Ça va dans les deux sens. Par exemple, je mettais dans ces freins-là une blessure d'abus, soit psychologique, émotionnel, relationnel, un abus de financier, un abus sexuel, voilà, une blessure d'abus euh, peut provoquer un espace poreux, un espace personnel poreux. Et encore plus tôt a lieu l'abus, par exemple dans la petite enfance, ben, plus en fait la personne n'a pas conscience de son espace parce qu'en fait on ne lui a pas appris qu'elle avait un espace propre à elle-même, puisqu'on a toujours Mhm. empiété sur cet espace. Donc, euh, voilà, c'est une image, enfin une possibilité de difficulté dans la pose de limite, la blessure d'abus. La peur du conflit, c'est pour ça que tout à l'heure on en a parlé un petit peu, mais la peur du conflit, moi je vais souvent plus loin. Pourquoi on a peur du conflit? Je la connais super bien. En tout cas, il y en a peut-être d'autres, mais moi je vous dis celle que je connais bien. La peur du conflit, qu'est-ce qui se passe dans le conflit? Il y a de la violence qui peut émerger. Derrière la violence, qu'est-ce qu'il y a? La souffrance physique. Et derrière la souffrance physique, qu'est-ce qu'il peut y avoir? La mort. Si on déroule le fil jusqu'au bout, on voit que ça nous emmène dans une espèce de peur, en fait. Je sais plus qui tout à l'heure a parlé de survie. Voilà, c'est vraiment là, on est sur une peur très viscérale parce que le schéma du cerveau, il a vraiment fait un amalgame sur quand ça crie, ça peut faire mourir. Donc en fait, normal que le cerveau il veuille nous protéger de ça. Ça, c'est dans le cerveau reptilien de l'espèce humaine, elle s'est sauvegardée grâce à ça. C'est comme ça qu'on a appris que bah, une araignée peut être potentiellement mortelle, que bah, un tigre à dents de sable, en fait, ça dévore les gens. On va du coup mémoriser les expériences difficiles pour s'en préserver. Ça, c'est du coup vraiment euh, très archaïque. Et donc, porter sa conscience dessus, c'est aussi une manière de commencer à le déconstruire. Ok. Le sentiment d'infériorité, il peut venir de plein de manières. Ça peut être de la dévalorisation dans la famille, de la dévalorisation par les enseignants, de la dévalorisation de soi-même. Des fois, il y a un environnement hyper porteur, mais soi-même, il y a de l'auto-dévalorisation qui arrive, c'est possible, même dans l'enfance. Tout ça, voilà, donc l'abus, la peur du conflit, le sentiment d'infériorité, pour moi, c'est ce qui m'est venu en priorité. Il y en aurait d'autres, bien sûr, mais à libérer pour retrouver plus d'affirmation de soi. Et puis, il y a une notion aussi, non, est-ce que je la dis maintenant? Ouais, je la dis maintenant. Aussi que moi, j'aime beaucoup travailler avec ces aspects-là, c'est tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel. Mais j'aime bien le citer après parce que pour moi, notre quotidien, il est en résonance avec le transgénérationnel. Donc, si on travaille sur le quotidien et qu'on connaît, enfin, on peut travailler sur le transgénérationnel, mais à partir du quotidien. C'est-à-dire, je m'explique, j'ai la peur du conflit.
Dans mon histoire, ça peut s'expliquer un peu, mais alors en plus, si je regarde au niveau transgé, il y a un gros passif avec ça. Par exemple, ma grand-mère a été battue, ma mère a été battue. Je sais pas, bah, là, il y a un escalier qui se répète. Donc, je peux tout à fait partir de ma problématique, qui est la peur de la violence, et venir faire le travail, parce que là, il y a clairement une résonance. Mais je pars quand même de moi. C'est important, je trouve, toujours à préciser dans le travail transgénérationnel. Et donc là, on est plus sur du travail énergétique. Et ensuite, le respect de soi-même, donc on en a parlé plein de fois, mais concrètement, vous pouvez vraiment dresser une liste de vos besoins. Alors, je disais de vos limites, mais aussi de vos besoins. C'est assez proche, en fait, les deux, mais c'est différent quand même. On a des besoins fondamentaux, puis on a des besoins plus subtils, on a des besoins qui peuvent paraître secondaires, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a la pyramide de Maslow, je crois, la pyramide des besoins, qui est intéressante. Il y a plein de supports, hein, si vous tapez sur Internet besoins de l'homme, de l'être humain, bah, vous trouverez. Dresser donc voilà une liste de vos besoins. Et ça, c'est important parce que aussi de s'appuyer sur ces supports-là, vous allez vous retrouver de l'aplomb par rapport à la réponse à ces besoins, à les prioriser en fait. Dans le sens où, ok, moi j'ai besoin aujourd'hui de confort matériel, par exemple. Euh, c'est un besoin dans la pyramide de Maslow, il est dans les besoins de base en fait. Ok, tous les êtres humains partagent à peu près ce besoin et on ne l'exprime pas de la même manière. Mais ce besoin, j'ai le droit d'y répondre. Alors qu'en fait, on pourrait aussi batailler pendant longtemps en se disant oui, mais quand même, est-ce que c'est pas un peu de la surconsommation? Ou est-ce que c'est pas non plus un peu. Vous voyez, on a plein de discours là, bla 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 bla. Et juste de revenir sur nos besoins de base et puis ensuite les besoins secondaires. De quoi j'ai besoin pour me sentir épanouie, en harmonie, en connexion avec le vivant, enfin, qu'est-ce qui me nourrit. Tout ça, en fait, c'est important, vraiment de se dresser cette liste. Encore une fois, ça peut être une liste ou une image mentale comme ça, avec plein de petits dessins, ou voilà, chacune peut exprimer sa créativité aussi en même temps, c'est bien. Et enfin, encore une fois, une liste. Oh, vous allez avoir plein de listes à faire, mais celle-ci, je la kiffe. C'est la liste de vos talents, de vos facilités. Pour vous, c'est comme, bah, pour moi, c'est évident, on fait ça comme ça. Vous voyez ce truc un peu de... C'est évident. Parler 4 langues, bah, ça me prend pas d'effort, donc en fait, ça va de soi. Alors qu'il y a des gens, ils peuvent pas apprendre 3 mots d'une langue étrangère. Du coup, c'est un talent. En fait, c'est grâce aussi à la comparaison qu'on peut se construire aussi de l'estime de soi. Donc, le but de cette liste, c'est une liste super canon à faire super joliment et à accrocher à un endroit, voilà, ressource, hein, un hôtel, un bureau, la salle de bain, pourquoi pas. Et en fait, de se gonfler, en fait, de vraiment venir nourrir l'estime de soi, pas forcément par des actes. On peut dresser une liste aussi de choses, de mettre dans cette liste des choses qu'on a faites. Donc, par exemple, je pourrais dire, ouais, j'ai accouché à la maison, je suis fière de moi. C'est pas vraiment le cas, je me sens pas nourrie par ça, mais ça peut être des actes, mais je trouve que c'est plus puissant si c'est des talents innés. Parce que euh, c'est important que même avec soi-même, on ne soit pas dans l'attente de faire des choses pour se valoriser, en fait. Parce que du coup, ça veut dire que s'il y a un échec, on se dévalorise. Ça, on ne veut plus faire ça. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui est inné chez moi, qui est beau, qui est incroyable, qui est naturel, que les autres me disent facilement. Et puis du coup, vous pouvez même interroger votre entourage proche. Qu'est-ce que tu trouves qui est inné chez moi? Qu'est-ce que tu apprécies chez moi? Et vraiment, faites une belle, belle liste, quoi. Il faut en mettre. Pas juste
Bon, je suis sympathique, j'ai un bon sens de l'humour, je sais bien faire la cuisine. On y va, quoi. On y va, quoi. On fait une listasse, quoi. Un pavé. Et puis, si on peut, à la fin de cette petite liste, cette grande liste, pardon, c'est de se dire merci. Comme dans la méditation où je vous ai dit, ah, si on peut envoyer une petite pensée d'amour et de gratitude pour son corps. Je dis si on peut parce que je sais que c'est pas toujours facile d'être dans de la gratitude. Et du coup, voilà, de venir nourrir un sentiment de gratitude pour soi-même. Ça, c'est des petites clés pour venir gonfler ces petits espaces comme creux qu'on pourrait avoir de par nos blessures de vie, notre histoire, etc. Et de venir vraiment remplir ces espaces-là. Ce que je voulais vous présenter ce soir. Euh, Est-ce que ça va? Ouais. Je vais quand même vous parler de ce qui suit. Là, ce webinaire gratuit, il y a mon programme Cœur de Louvre, du coup, qui sort là et qui redémarre le 21 mars, c'est-à-dire là, bientôt, vendredi, je crois. Oui, c'est ça, vendredi. Et donc, c'est un programme que j'ai créé, inspiré de justement ce parcours de vie amoureux qui a été difficile au début et surtout cette phase de reconstruction que j'ai eu à faire toute seule et à tellement perdre de temps et d'énergie à chercher plein de solutions à droite, à gauche. Et je me dis qu'aujourd'hui, si ma connexion avec la Louve et mon parcours de vie peut aider d'autres femmes finalement à gagner ce temps-là en fait d'introspection, de travail sur soi, j'en serais très heureuse. Et donc, il inclut en fait, c'est 7 semaines de travail intérieur et en groupe pour goûter à un espace de sororité. Le but, c'est de se libérer de certains conditionnements. Donc, on va toucher aux conditionnements familiaux, l'image de l'homme, de la femme, sociétale, donc, tout ce que je vous ai dit là aussi ce soir, archétypal. Euh, on fait des voyages intérieurs, des méditations, des rituels. On va porter notre attention sur tous les couples passés qu'on a vécus, mais aussi les couples qui nous ont entourés, avec lesquels on a construit des croyances. Et venir faire le tri, en fait, dans tout ça, dans ce travail de tri, de se dire, OK, alors autour de moi, quand j'étais petite, il y avait 3 couples très solides, super, je pourrais m'appuyer là-dessus plutôt que de rester attachée au couple parental qui était complètement chaotique. Euh, voilà, c'est vraiment faire un gros bilan sur le passé, ce qui nous a construit. Et puis au-delà de ça, il y a vraiment donc l'image de soi en tant que femme. Il y a un rituel très puissant qui s'appelle la coupure de liens toxiques et qui permet vraiment de couper sur tous les plans des liens qui peuvent encore agir finalement dans l'ombre de la conscience des anciennes relations et surtout des personnes avec qui ça a été très fort. Mais ça peut aussi être des fois c'est pas forcément une longueur de relation qui établit cette intensité-là. Et donc, il y a ça. Il y a un rituel aussi pour reconnecter avec sa yoni, donc son sexe féminin, et aussi, du coup, le purifier parce que dans chaque rapport sexuel, on vient se charger, en fait, de l'énergie de l'autre. Surtout la femme, elle est réceptive à cet endroit-là. Donc, c'est un rituel très doux, mais puissant et facile après à refaire chez soi. Le but, c'est que je vous les transmets, en fait, ces rituels. Donc, on le fait ensemble. Je vous les transmets vraiment pouvez les réutiliser dans votre quotidien. Moi, je les utilise beaucoup. Et donc après tout ce travail de déconstruction, de purification, il y a un travail de reconstruction et de pose d'intention, de manifestation pour manifester l'amour de soi, qui est la base de toute relation. Et puis une rencontre amoureuse ou une amélioration d'un couple ou l'accueil plein de son célibat.
C'est aussi une option. Être en paix avec son célibat, c'est aussi très chouette. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. D'habitude, je présente tout et tout, mais là, voilà, je sais que vous saurez me contacter si vous voulez plus d'infos. Je sais qu'il y en a qui connaissent déjà. Est-ce que vous êtes toutes dans ma newsletter, par contre, pour avoir les infos du programme, si ça vous intéresse? Bon, Emma, toi, je sais que tu sais où trouver. Sur Insta, dans ma bio, tu as tout le déroulé du programme. Catherine, toi, tu me connais d'où, du coup? J'étais sur Insta et puis je me suis inscrite à ta newsletter. Ok, J'avais écrit donc, un petit message sympa qu'il fallait que je passe par ta bio sur ouais, Insta. oui, oui, oui. Ah oui, ok. Et ben voilà, donc du coup, demain, il y aura le replay, donc ce soir. Et dans ce cas-là, je mettrai le lien du programme si ça vous dit d'aller plus loin. Euh, voilà. Et excuse-moi, Water Kane, je sais pas comment on dit, je sais pas quel est ton prénom, mais du coup, pareil, si tu veux écrire ou prendre la parole pour dire euh, ben, comment tu es arrivé là et si t'es inscrite à la newsletter pour avoir les infos. Oui, coucou. Oui, moi c'est Marion. Ok. En fait, je t'ai connue grâce au groupe en fait que Annabelle et Aurélia ont créé Ah oui, sur Partenaire Écrin. oui. Voilà. Euh, du coup, oui, moi je veux bien aussi comment être abonnée à ta newsletter. Ça Ok, peut m'intéresser, ouais. ok. Du coup, Je sais pas si enfin si je l'avais envoyé sur le groupe en fait le mail. ouais. Alors je te rassure, c'était pas de ce groupe-là que je parlais, hein. Ouais. Eh ben, ok, donc je pense que je saurais t'envoyer dans ce cas-là mon lien. Et puis, bah, Sylvie, toi, je sais, donc c'est bon. Partenaire écrin, tac, tac, Marion, ok, c'est bon. T'as un pull rouge, c'est ça? Ah oui, WhatsApp. une cape. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, voilà. Bah, je t'envoie le lien à ma newsletter, comme ça, tu as le replay et le programme derrière. Ouais, super, merci. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous aura apporté des choses. En tout cas, moi, j'étais heureuse de partager ce moment avec vous. Et puis, ben, n'hésitez pas, si vous sentez voilà, l'élan cœur de Louve, que ce soit pour maintenant ou si c'est pas le moment pour vous, bah, me faire signe que vous êtes intéressé, mais pas tout de suite. Ou voilà, il y a plein de facilités de paiement. Moi, j'ai trop connu les galères d'argent pour que ce soit pas un problème. Donc, normalement, j'espère que c'est pas un frein. Si jamais il y en a à ce niveau-là, n'hésitez pas aussi à venir me voir. On peut toujours s'arranger. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez aussi rester pour me les poser. Je vais clôturer l'enregistrement.